Le Théétète de Platon, notice introductrice d'Émile Chambry, première définition, la science et la sensation, suite. Eh bien, Théétète, dit Socrate, n'es-tu pas étonné de te voir égal en sagesse à n'importe lequel des hommes et des dieux? Si, dit Théétète. Voyons à quelles conséquences nous conduit la thèse que la science est la sensation. Sentir par la vue ou l'ouïe, c'est savoir. Or celui qui voit et qui a pris connaissance de ce qu'il a vu, s'il ferme les yeux, se souvient de la chose, mais ne la voit plus. Or dire qu'il ne voit pas, c'est dire qu'il ne sait pas, puisque voir, c'est savoir. Il s'ensuit que quand un homme a acquis la connaissance d'une chose et qu'il s'en souvient encore, il ne la sait pas, puisqu'il ne la voit pas, conséquence monstrueuse. Mais si Protagoras était présent pour se défendre, il pourrait alléguer qu'il est en effet possible que le même homme, sachant une chose, ne la sache pas. Suppose que quelqu'un te ferme avec la main un de tes yeux et qu'il te demande si tu vois son habit avec cet œil fermé, tu seras forcé d'avouer que tu vois et que tu ne vois pas en même temps la même chose. Et puis, la mémoire que l'on conserve des choses que l'on a senties n'est pas de même nature que les sensations qu'on éprouvait et qu'on n'éprouve plus. On n'est plus le même homme puisqu'on ne cesse de changer. Enfin, Protagoras pourrait maintenir que les sensations diffèrent, non en tant que vraies ou fausses, puisqu'elles sont toutes également réelles, mais en tant que meilleures ou pires. Loin de ne reconnaître ni sagesse ni sage, il dirait au contraire qu'on est sage lorsque, changeant la face des objets, on les fait paraître et être bons à celui auquel ils paraissaient et étaient auparavant mauvais. La discussion est ici coupée de nouveau par un intermède. De peur que Protagoras ne lui reproche de ne discuter qu'avec des enfants, Socrate engage Théodore à lui donner la réplique. Théodore a beau faire, il est obligé de s'y résigner. Socrate continue. Protagoras dit que ce qui paraît à chacun existe réellement pour celui à qui cela paraît. Or, c'est l'opinion de tous les hommes qu'il y a parmi eux des sages et des ignorants, et tu sais toi-même qu'il n'est pas d'opinion qui ne trouve des contradicteurs. Si donc Protagoras a cru que l'homme est la mesure de toute chose, mais que la foule se refuse à le croire avec lui, autant le nombre de ceux qui ne le croient pas dépasse le nombre de ceux qui le croient, autant il y a de raisons pour que son principe soit faux plutôt que vrai. En reconnaissant qu'on ne peut avoir que des opinions vraies, Protagoras reconnaît que ses contradicteurs ont une opinion vraie en jugeant la sienne fausse. Sans doute sa doctrine trouve un point d'appui très fort dans les sensations comme celles du chaud et du froid, du doux et de l'amer et autres du même genre. Mais il n'en est pas de même s'il s'agit de la santé, du juste, de la piété, où il faut bien reconnaître qu'un homme l'emporte sur un autre. Ici, Socrate s'arrête et fait cette réflexion qu'un argument en amène un autre et que la discussion s'éternise. Eh bien, dit Théodore, ne sommes-nous pas de loisir ? Cette réplique de Théodore sert de prétexte à une digression sur la vie du philosophe, qui est toujours de loisir comparée à celle de l'orateur ou de l'avocat, toujours affairé. Le philosophe, étranger aux affaires publiques, n'est présent que de corps dans la cité. Son âme plane dans l'empyrée. Comme Thalès qui tomba dans un puits en observant les astres, il ignore ce qui se passe à ses pieds et il prête à rire à la foule. Puissance, richesse, noblesse, il n'en a cure. Il ne s'attache qu'à la vertu et s'applique à ressembler à Dieu. Ce portrait où sont rassemblés un certain nombre de traits épars dans la République est la contrepartie de l'image que Calliclès a tracée dans le Gorgias du philosophe qui perd son temps à de puériles discussions et qui, étranger à l'agora, devient incapable de se défendre contre le premier coquin venu qui l'accuse. Revenons au sujet. Prenons l'exemple d'un État qui fait des lois.
il les fait en vue de l'utilité future. Or, la sensation n'a rien à faire avec l'avenir, et c'est l'homme compétent seul qui mérite d'être écouté ici, comme en tout ce qui concerne l'avenir. Mais même à l'égard des sensations immédiates, du chaud et du froid, et autres pareilles, on ne peut pas soutenir qu'elles sont vraies en se basant sur la doctrine du mouvement. Il y a deux sortes de mouvements, un de translation, un autre d'altération. Comme tout se meut de ces deux façons, la perception et la qualité qui se meut entre le sujet et l'objet doivent changer de nature au moment même de la sensation, de sorte qu'elles ne peuvent même pas être nommées. Chaque chose n'est pas plus tôt qu'elle n'est plus. Elle n'est pas plus ainsi que pas ainsi, puisque ces mots expriment le repos. La sensation toujours changeante n'est donc pas la science, et la doctrine d'Héraclite aboutit au contraire à la négation de la science. Théétète voudrait aussi entendre discuter la doctrine des adversaires d'Héraclite qui prétendent que tout est en repos. Mais Socrate se refuse à le faire pour ne pas allonger à l'infini la discussion. Deuxième définition, la science est l'opinion vraie. Revenant donc à la sensation, Socrate demande à Théétète. Étant donné que ce que l'on sent par un sens, on ne peut le sentir par l'autre, par quoi conçois-tu une idée qui se rapporte à deux sens à la fois, et à quel organe assignes-tu la perception de ce qui est commun à toute chose, comme l'être et le non-être? On ne peut, dit Théétète, l'assigner qu'à l'âme. C'est par l'âme qu'on saisit non seulement l'être, mais le semblable et le dissemblable, le beau et le laid, et autres idées de la même sorte. La sensation ne peut atteindre l'être, ni par conséquent la science. Il faut donc la chercher dans le nom, quel qu'il soit, qu'on donne à l'âme, lorsqu'elle s'applique elle-même toute seule à l'étude des êtres. Cela s'appelle juger, et c'est le jugement ou opinion vraie qui constitue la science. Soit, dit Socrate. Mais s'il y a une opinion vraie, il y a aussi une opinion fausse. Comment se forme-t-elle? Il semble impossible de ne pas savoir ce qu'on sait et de savoir ce qu'on ne sait pas. Quand on fait un jugement faux, prend-on les choses qu'on sait pour d'autres que l'on sait également, ou les ignore-t-on toutes les deux? C'est impossible. Alors prend-on les choses qu'on ne sait pas pour d'autres qu'on ne sait pas non plus? Impossible encore. On ne prend pas non plus les choses qu'on sait pour celles qu'on ne sait pas, ni celles qu'on ne sait pas pour celles qu'on sait? Non. Alors comment expliquer l'origine de l'opinion fausse? Mettons l'être et le non-être à la place du savoir et de l'ignorance. Celui qui pense ce qui n'est pas ne peut avoir qu'une opinion fausse. Mais juger ce qui n'est pas, c'est ne rien juger. Juger faux est donc autre chose que juger ce qui n'est pas.